12h à Dakar et partout ailleurs au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au grand journal de la radio Futur Média. Souleymane Niang. Au sommaire, procès des jeunes de Balou qui avaient attaqué un poste de gendarmerie et blessé 2 gendarmes. L'audience s'est ouverte ce matin sur les dénégations des prévenus. Examen du certificat de fin d'études élémentaires et concours de l'entrée en 6e, ce sera demain jeudi dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Covid-19 justement au Sénégal, les chiffres qui repartent à la hausse à la faveur de l'augmentation du nombre de tests par rapport aux derniers jours. Lendemain de coup d'État militaire au Mali, la démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keïta emporte-t-elle la dissolution du gouvernement et surtout de l'Assemblée nationale? Vous entendrez des avis d'experts dans ce journal. À suivre également notre reportage au garage des camions maliens de Rufisque. Le sommaire de l'actualité internationale avec vous, Georges Déthié-Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Il sera également question du lendemain du coup d'État au Mali dans la page inter. Situation calme à Bamako. Silence du côté du parti au pouvoir, de l'ex-parti au pouvoir. Pas de réaction officielle non plus de la contestation. Ce matin, les militaires mutins ont appelé à une transition civile et à des élections. Ils ont annoncé la création d'un comité national pour le salut du peuple ce mercredi, réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la crise au Mali. À tout à l'heure pour le détail de toutes ces informations. Les titres sport, Sodetiam, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous les auditeurs de la radio Futur Média. Les titres de l'actualité sportive. Nous parlerons de football avec la seconde demi-finale qui va se jouer entre Lyon et le Bayern Munich ce mercredi. Objectif pour les Lyonnais, créer la plus grosse surprise. Hier, un club français a déjà obtenu son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Il s'agit du Paris Saint-Germain qui a battu sans surprise Leipzig par 3-0. Nous parlerons également de basketball avec les playoffs de la NBA avec 4 rencontres au programme ce mercredi. L'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde sera présenté par Barthélémy Ngom. Et puis, dans notre rubrique quotidienne Point de vue, nous reviendrons sur le coup d'État militaire survenu au Mali sous l'angle géopolitique et géostratégique. Souleymane Niang. Nous allons donc à Bamako au lendemain d'une nuit presque blanche ponctuée peu après minuit par l'annonce de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta en personne et vers 3 heures du matin par la première prise de parole de la junte qui a mené le coup d'État militaire de ce mardi 18 août. Awassila, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, comment les Maliens se sont-ils réveillés ce mercredi et quels sont les commentaires qu'on entend dans les rues au lendemain de ces derniers développements? Les Maliens, je veux dire, s'ils se sont réveillés, parce qu'on n'a pas dormi du tout, mais c'est positif parce que tout le monde, la jeunesse est à la place de l'indépendance actuellement, en train d'applaudir toujours l'armée, d'avoir fait pour eux, c'est un acte salutaire qu'il fallait poser, et le Mali tout entier, je veux dire, est pour ce coup d'État. Ah oui, on peut le dire au vu de ce qui se passe dans les rues et qu'est-ce qui se dit dans les médias par exemple? Certains condamnent parce que, quoi qu'on peut dire, quand on est républicain, on reste républicain, mais beaucoup savaient que ça allait arriver d'un moment à l'autre, mais quand, personne ne savait. Alors, par rapport aux sanctions de la communauté internationale, vous avez entendu le concert de réprobation venant du monde entier, en particulier de la CEDEAO. Quelle réaction cela suscite-t-il dans l'opinion? Alors, concernant la CEDEAO, on peut dire que le peuple malien a déjà fait leur divorce avec cette CEDEAO, que le peuple trouve que ce n'est pas la CEDEAO des peuples, mais la CEDEAO un syndicat des chefs d'État. Par contre, ce qui choque, c'est l'étouffement qui commence, parce que nous venons d'avoir... Il y a les sanctions économiques avec la fermeture des frontières avec tous les pays voisins, membres de la CEDEAO. Oui, la Côte d'Ivoire vient de fermer leurs frontières. Nous attendons le Sénégal qui le fera peut-être d'ici peu. Le Niger, n'en parlons pas. Et ça, le peuple sent que c'est un étouffement et ils ne sentent pas que le Mali est accompagné.
et ça risque d'être difficile parce que la BCEAO vient de donner l'ordre de fermer toutes les banques jusqu'à nouvel ordre. Sans compter que le Mali venait de lever sur le marché financier régional une importante somme, donc des dizaines de milliards de francs CFA. Voilà. Donc, l'étouffement commence. Est-ce que cette junte va pouvoir tenir jusqu'au bout ou les 24 heures vont être cruciales? Nous attendons. Pour le moment, tout est calme à Bamako. Du côté de l'opposition, de la majorité déçue et du jeune. Mais on me signale qu'il y a quand même des personnalités qui montent à Kati. Autrement dit, c'est-à-dire quelle personnalité et pourquoi faire, d'après vous? Alors là, je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas sortie. Moi, je vais m'y rendre dans 1 heure pour voir ce qui se passe sur place. Mais on dit que toute la nuit, ça a été un défilé. Maintenant, on saura ce qui va se passer dans les heures à venir. Comme la junte a accepté de rendre le pouvoir aux civils, mais d'être à côté d'eux pour les accompagner. Très bien, merci infiniment à vous, Awa Sylla. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes basé à Bamako, la capitale du Mali, et que vous suivez les événements pour nous depuis hier. Et parmi vos faits d'armes, il y a l'annonce de l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta hier dans notre édition de 16h30. Et c'est vous qui nous avez informé aussi des tirs qui s'est déroulé à la même heure hier au ministère de la Défense. Nous continuerons donc de suivre la situation avec vous sur place. Merci encore une fois. Nous parlerons au cours de ce journal du débat soulevé par la démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keïta, annoncée hier soir à la télévision. Est-ce que cette démission emporte la dissolution, comme il l'a dit, des institutions telles que le gouvernement et l'Assemblée nationale? Vous entendrez des réactions là-dessus au cours de ce journal. En attendant, je vous propose de nous rendre au garage des camions maliens de Rufisque avec ce reportage d'Abdou Diouf Diagne. Le parking de la Sococim est très calme ce matin. Il n'y a pas de longue file comme d'habitude. Des camions en provenance du Mali sont garés à droite de l'entrée principale. Les chauffeurs discutent de l'actualité au pays. Moussa Maïga a perdu son frère il y a quelques jours dans le Nord Mali. Il se réjouit de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a beaucoup d'insécurité côté Nord. Je suis vraiment content ce qui se passe. Moi j'ai perdu mon frère, même père, même mère. Côté Nord, c'est homme détenu. Toujours 10 personnes mortes, 15 personnes mortes, 20 personnes, souvent 60 personnes mortes. Un coup, démission de IBK. C'est vraiment content. Un peu plus loin, Traoré supervise le travail de ses apprentis. Selon lui, ce coup d'État ne fera que l'affaire des rebelles. Il invite les différents acteurs à la table des négociations. On n'a qu'à s'entendre comment le pays peut avancer. Pas bon, pas quelque chose à faire, mais en tout cas, je veux que la population s'entende pour qu'on puisse avancer. Quand on fait comme ça, on voit que c'est la suite du pays. Ça va reculer, il y a des discussions, ça va reculer. Le travail, ça sera arrêté. S'il n'y a pas de travail, on n'a pas mangé. Le coup d'État, c'est pas quelque chose qui est bon. C'est pas bon le Mali. Le pays là, c'était un pays de rébellion actuellement. À Rufisque, les chauffeurs maliens suivent de très près la situation au pays. Ils apprécient différemment les derniers événements qui ont conduit à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé IBK. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous le disais dans les titres, le procès des jeunes de Balou qui avaient attaqué un poste de gendarmerie et blessé 2 gendarmes s'est ouvert ce matin devant le tribunal de grande instance de Tambacounda. L'audience s'est ouverte ce matin donc sur les dénégations des prévenus. En direct avec nous du tribunal de grande instance de Tambacounda, Moussa Omar Gueye, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors où en est-on de ce jugement ? Tout à fait. Les 19 prévenus poursuivis pour rassemblement illicite, violence et voies de fait sur les agents de la force publique avec dégradation de biens ont nié les faits devant la barre. Mamadou Keïta et Cheikh aussi qui ont été les premiers à être interpellés par le commandant de la brigade gendarmerie de Arundu au poste de Balou considère que l'arrêté du maire autorisant la reprise des entraînements suffisait pour en tout cas pouvoir jouer un match de football.
Les 2 gendarmes qui ont été blessés lors de ces attaques ont rappelé que le différend qui oppose les 2 communautés, respectivement les Komos et les Maudits de Balou, date de Mathusalem. Et pour rappel, le 23 mars même dernier, il y avait des querelles entre les 2 entités, ce qui a valu l'interdiction de l'occupation donc du terrain de football. Pour l'heure, Bouna Diakhaté, le président en tout cas du tribunal de ce jour, poursuit l'interrogatoire pour les 19 prévenus, parmi lesquels il y a 2 étudiants et un homme âgé de 52 ans. Les 2 avocats de la défense, Ibrahima Diagne et Ladiba, n'ont pas encore entamé leur plaidoirie, tout comme le procureur, lui aussi, il n'a pas encore fait son réquisitoire. Donc pour le moment, c'est l'interrogatoire des 19 prévenus qui sont devant la barre. Merci Moussa Omar Gueye. Nous continuerons de suivre ce procès avec vous au cours de la journée. Restons avec la justice pour parler des remous dans les rangs de l'UMS. Un membre du bureau a déposé hier sa lettre de démission. Il s'agit du premier président de la cour d'appel de Kaolack et c'est suite au bruit soulevé par l'affectation du magistrat Ngor Diop. L'UMS, c'est l'Union des magistrats du Sénégal. Awambaye a parcouru sa lettre de démission. Ousmane Kane démissionne du bureau de l'Union des magistrats du Sénégal. Le premier président de la cour d'appel de Kaolack revient sur les motifs en ces termes, je cite. Au-delà de l'impolitesse inacceptable dont certains collègues ont fait montre dans les échanges à la suite du communiqué de l'UMS, et c'est la gratuité des attaques et le silence du bureau qui sont insoutenables. Fin de citation. Toujours dans la lettre, Ousmane Kane poursuit, je cite, « La fiche de consultation du collègue Ngor Diop a été passée le 8 juillet 2020 dans un lot de 10 mesures alors que le mobile de l'affectation du collègue invoqué par le bureau n'a été révélé que dans le communiqué interne du 9 août 2020. Soit 30 jours plus tard. » Fin de citation. Le président de la cour d'appel de Kaolack dit ne pas comprendre cette situation et le précise ainsi, je cite, « Il se pose alors la question de savoir par quelle alchimie les membres du Conseil supérieur de la magistrature, loin du ressort de la cour d'appel de Saint-Louis, pouvaient avoir la moindre connaissance de la raison qui sous-tendrait la mesure frappant le collègue. » Fin de citation. Ousmane Kane estime que le combat pour le changement du système ne sera pas gagné par l'UMS seul et il appelle ses collègues à lutter ensemble et mettre de côté les invectives à l'endroit des magistrats de la hiérarchie. Et puis la longue grève du syndicat des travailleurs de la justice qui finit par fâcher le président de SOS Consommateurs. Maître Massokhna Kane demande aux syndicalistes de reprendre le travail ou d'assurer un service minimum. À défaut, il appelle le gouvernement à procéder à des réquisitions. Maître Massokhna Kane était l'invité des RFM Matin. Cette grève qui a duré plus de 2 mois n'a que trop duré. Et ce n'est pas normal. C'est un service public. Il doit y avoir continuité du service public. Et c'est l'État qui a la responsabilité d'assurer la continuité de ces services publics. Nous, depuis plus de 10 ans, nous dénonçons ces grèves dans les services publics où on n'assure pas le service minimum. On doit assurer le service minimum. Les grévistes doivent s'organiser pour assurer un service minimum. S'ils ne le font pas, l'État a les pouvoirs légaux de réquisitionner suffisamment d'argent pour assurer la continuité du service public. Ce qui n'est pas le cas dans la justice et c'est déplorable. Alors, je dis que cette grève n'a que trop duré. Et en général, dans ces services, que ce soit dans la justice, dans la santé ou dans l'éducation, ce qui fait que les grèves durent et perdurent, c'est parce que quand tu fais grève, normalement, tu ne dois pas recevoir de salaire. Or, au Sénégal, les gens font grève et reçoivent un salaire. Ils ne vont pas arrêter, ils n'arrêtent pas. C'est pourquoi les grèves durent 2 mois ou plus. Deuxièmement, Sudjust a raison. Sur le fond, Sudjust a raison parce qu'on les a privés de fonds importants depuis 2013 par un décret, alors que ces fonds ne provenaient même pas de la caisse de l'État. Ces fonds provenaient des investisseurs. Et ça leur permettait de sortir un peu la tête de l'eau, parce que c'est des gens très méritants qui font beaucoup de sacrifices. Donc il faut qu'on leur restaure ces fonds-là. Autant leurs revendications sont légitimes et doivent être satisfaites autant que possible, autant on doit assurer la continuité du service public. Sinon, les effets de la grève, c'est des effets collatéraux catastrophiques sur les populations, préjudiciables aux populations. Et puis revenons sur la démission du premier président de la cour d'appel de Kaolack, M. Ousmane Kane, de l'Union des magistrats du Sénégal. Le président de l'UMS dit prendre acte de cette démission, mais il précise que le linge sale doit se laver en famille. Souleymane Teliko est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Nous avons effectivement reçu la lettre de M. le Premier président Ousmane Kane, annonçant sa décision de démissionner de l'UMS.
L'acte de démission étant un acte purement personnel, nous prenons acte de cette démission. Nous allons examiner attentivement la lettre et s'il y a lieu, nous lui servirons la réponse qui sied. C'est tout ce que j'ai dit à dire pour le moment. Le juge Ousmane Kane fustige le comportement de certains magistrats qui, dit-il, manquent de considération et de respect à l'endroit de leurs aînés. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ces allégations? Comme je viens de vous le dire, il s'agit des rapports entre l'EMS et un de ses membres. Je pense que si nous avons quelque chose à dire, et certainement nous avons quelque chose à dire, nous allons le lui dire à lui personnellement. Nous allons le faire en temps opportun. Mais je ne pense pas que ce soit utile, ni même indiqué, de s'adresser à la presse sur des questions qui concernent exclusivement l'EMS et un de ses membres. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Le collectif des travailleurs de l'ISEG réclame 30 millions de francs d'arriérés de salaire à sa direction. Ses employés déplorent également la gestion gabegique de Mamadou Diop, plus connu sous le nom de Diop ISEG. Le collectif compte porter le combat devant les juridictions compétentes du pays. Reportage Amadou Sabarba. Il était prévu un point de presse devant l'école, mais la direction de l'ISEG avait pris les devants. D'énervé pour empêcher la rencontre, s'ensuit une altercation entre les gros bras des membres du collectif et la presse. La direction a interdit votre conférence de presse. Finalement, la conférence s'est tenue dans la rue. Ces travailleurs réclament 30 millions d'arriérés de salaire. Pape Madogol Diop, porte-parole du jour. Nous, travailleurs de l'ISEG, réclamons plus de 30 millions de francs CFA d'arriérés de salaire de 8 à 15 mois. Nous dénonçons l'absence de contrat de travail. Des stagiaires ayant fait plus de 6 mois dans la boîte ne sont pas régularisés. Nous tenons à informer à M. Diop qu'il nous payera de gré ou de force et dans les plus brefs délais. Plus de 4 ans de collaboration, ces travailleurs dénoncent la gestion de la direction jugée partisane. Ils promettent de saisir l'inspection du travail. Certains travailleurs ont été privés de leur salaire au détriment d'autres dépenses inutiles. On peut en citer ces nombreux projets qui n'ont pas tenu le temps d'une journée ou les 15 millions déclarés devant les enquêteurs ayant servi à la prise en charge de la petite Djainaba Baldé. Le samedi dernier, Diop ISEG s'est permis de convoquer une partie des sportifs à Sacré-Cœur. Nous sommes réunis et décidé de saisir l'inspection du travail. Le collectif va saisir les juridictions compétentes avec un pôle d'avocats pour porter le dossier devant les cours et tribunaux. Le collectif des travailleurs de l'ISEG n'exclut pas d'autres méthodes plus coercitives pour avoir gain de cause. Du côté de la direction de l'ISEG, l'accès est interdit à la presse. Des consignes données aux vigiles à l'entrée de l'établissement. Parlons maintenant des examens du CFE et de l'entrée en 6e à la veille de la tenue des épreuves. Les candidats ont le moral au beau fixe. Les élèves rencontrés à Ziguinchor par notre correspondant disent s'attendre à des épreuves relativement abordables. Du côté des enseignants, on soutient que les programmes n'ont pas été bouclés, mais le focus a été mis sur l'essentiel. Sur le plan organisationnel également, tout est fin prêt. Lamine Ba. Ibrahim Afal, élève en classe de CM2 à l'école Ahmad Bari où nous l'avons trouvé ce matin, ne se met pas de pression. Il se dit serein et confiant. Ibrahim, est-ce que vous êtes prêt pour l'examen de demain? Oui, nous sommes prêts. J'ai confiance en moi. Ça va aller? Oui, ça va aller. Nous allons réussir, nous tous. Le jeune garçon qui va devoir affronter dans quelques heures les épreuves de l'examen du CFE qui sanctionne l'étape de l'élémentaire dit avoir fini de réviser les axes importants du programme. Nous avons révisé les maths, activités de mesure, les fractions, histoire et éveil. Nous avons tout révisé depuis le début de l'école jusqu'à maintenant. Nous sommes en train de réviser. Fali Touré, lui aussi élève en classe de CM2, estime être prêt à la veille de l'examen. Il s'attend à des épreuves relativement abordables. On nous donne des exercices à faire à la maison. On fait ça, on vient, on corrige. Donc vous êtes prêt? Oui. Vous attendez à des épreuves faciles ou difficiles? Facile. Du côté des enseignants, l'optimisme est de mise, en dépit du fait que les programmes n'ont pas été bouclés par contrainte de temps. Mais l'essentiel a été fait, c'est ce que nous dit Omar Lamine Djedjou. C'est pas bouclé parce que vraiment, on n'avait pas le temps, franchement parler. Parce que voilà, avec la pluie, parfois il y a des classes qui soignent. Mais quand même, on a essayé de faire de notre mieux. On a essayé de renforcer. À un moment donné, on était obligé aussi de reprendre un peu le programme. Mais vraiment, on a essayé de tout faire pour vraiment que tout se passe bien. Les examens se tiennent cette année dans un contexte climatique et sanitaire difficile. Au niveau des centres d'examen, les administrations scolaires disent avoir mis tous les atouts de leur côté pour une bonne organisation des épreuves. Daoudé Djedjou assure l'intérim du directeur de l'école Ahmad Bari. Le centre est très bien préparé, donc nous avons fait le numérotage. Tout ça, c'est pour éviter l'expansion du Covid. Pour la pluie, nous avons épargné les mauvais sacs. À quelques heures de la tenue des épreuves de l'examen du CFE, la confiance est de mise chez les élèves et enseignants. Mais des inquiétudes subsistent sur le plan de l'organisation
adaptation avec le contexte hivernal. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À Ziguinchor et dans toutes les autres académies du Sénégal, le directeur des examens et concours au ministère de l'Éducation nationale assure que toutes les dispositions ont été prises pour le respect du protocole sanitaire dans ce contexte de pandémie du Covid-19. Amadou Mokhtar Ndiaye ajoute que tout est au point pour un bon déroulement de l'examen. Nous l'écoutons au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Des instructions fermes ont été données à ce niveau-là. Le matériel adéquat a été convoyé. Donc voilà, les gels hydroalcooliques, les masques. Donc voilà, tout est fin prêt. Les épreuves ont fini d'être convoyées. Elles sont bien arrivées et elles sont mises en sécurité. Donc le choix des centres a été fait. Nous allons vers l'élection de 1781 centres. Nous avons 285 812 candidats pour le moment, parce que ça connaît une évolution. Et nous avons mis en place également au plan local des comités de veille et d'alerte. Ce qui est important de dire maintenant, ce qui est pertinent de dire, c'est que est-ce que les mesures barrières seront respectées? Est-ce qu'il y aura la distanciation physique? Est-ce qu'il y aura les masques? Est-ce qu'on a mis un dispositif donc de lavage des mains, de gel hydroalcoolique, voilà. Donc c'est ça peut-être qui mériterait d'être interrogé. À ce niveau-là, M. le ministre de l'Éducation nationale a donné des instructions très fermes pour que ces mesures barrières-là soient respectées au pied de la lettre. Justement, nous refermons cette page nationale sur les chiffres du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. 1463 tests réalisés, 141 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,64%. 58 cas contacts et 83 issus de la transmission communautaire. Il est 12h22. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Détié Diop. Rebonjour Souleymane Niang. Le coup d'état militaire au Mali, objet d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion d'urgence ce mercredi hier. Le secrétaire général de l'ONU avait appelé à la libération immédiate et sans condition du président Ibrahim Boubacar Keïta. Même requête de la part de la CEDEAO qui annonce une visioconférence des chefs d'État demain jeudi. Ce matin, les militaires mutins ont annoncé la création d'un comité national pour le salut du peuple et appelé à une transition politique. Leur porte-parole, le colonel-major Ismaïla Ouagé, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. À compter de ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. Nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité du pays, qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis des élections générales pour permettre au Mali de se doter d'institutions fortes, capables de gérer au mieux notre quotidien et restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Diop, il faut noter que jusque-là, il n'y a pas de réaction officielle du M5 RFP. La réaction de la contestation pourrait intervenir dans les heures à venir. C'est ce que nous apprend le journaliste Bourema Solo. Nous l'avons joint à Bamako. On l'écoute d'abord sur la situation plutôt calme au lendemain du coup d'État. La situation est globalement calme dans la mesure où la circulation a repris son droit, son cours normal, mis à part quelques badauds qui sont réunis aujourd'hui à la place de l'indépendance, la place mythique de l'indépendance qui a accueilli toutes ces manifestations contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. La circulation elle est fluide, mais néanmoins les services publics, les banques, les établissements bancaires sont fermés, les services publics sont fermés, certaines stations d'essence sont aussi fermées. Ça, c'est quelques bémols qu'on voit dans la ville de Bamako. Mis à part ça, globalement, la situation est calme et les gens vaguent à leurs occupations. Alors, Bourema, dites-nous, jusque-là, le M5 RFP n'a pas réagi à ce coup d'État. Curieusement, jusqu'à présent, on n'a pas entendu le mouvement qui a conduit à ce coup d'État, le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Les responsables,
jusqu'à présent sont murés dans un silence. On ne sait pas si c'est par une stratégie qu'ils ne veulent pas se prononcer maintenant. D'ailleurs, c'est tous les hommes politiques, aucun parti politique à part le Parena, aucun parti politique ne s'est encore prononcé sur la situation. Donc pour autant dire que on attend dans les heures prochaines, dans les heures à venir, dans les peut-être toutes prochaines heures, la réaction de ces hommes politiques. Pour l'instant, aucune réaction et du côté du M5-RFP et du côté des autres partis politiques. Même le parti du président Ibeka ne s'est pas prononcé pour soit condamner, pour soit... on sait qu'il va condamner quand même le coup d'État, la prise de pouvoir par les militaires, mais le parti du président, le parti présidentiel ne s'est pas encore prononcé, tout comme le mouvement contestataire M5-RFP. Après le Mali, allons au Nigeria où plusieurs dizaines de civils ont été pris en otage par des djihadistes. Des combattants présumés de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi une ville du nord-est prenant en otage des centaines de civils. Selon une source sécuritaire qui s'est confiée à RFI, des terroristes d'ISWAP ont pris le contrôle de Koukawa mardi soir et ont pris en otage des centaines de civils qui revenaient tout juste dans leur foyer après avoir été déplacés dans un camp à cause des violences pendant 2 ans. Souleymane, et c'est la fin. Merci Georges Détié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui, nous reviendrons sur le coup d'État militaire survenu au Mali sous l'angle géopolitique et géostratégique. Rendez-vous tout à l'heure. RFM Sport. Le journal des sports Sodatiam. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 8 fois depuis 2000. Le dernier match entre les deux formations a été remporté par le Bayern Munich le 27 avril 2010 en Ligue des Champions. Cette édition spéciale de Ligue des Champions aura eu le mérite de prouver une chose. Sur un match de football, tout est possible. Lyon l'a bien montré en sortant coup sur coup la Juventus et Manchester City. Les feux sont ouverts avant d'affronter le Bayern Munich. Il suffit de revoir les matchs face à la Juve ou Manchester City pour se rendre compte que les hommes de Rudy Garcia sont bien unis derrière un objectif commun, créer la plus grosse surprise des dernières années. Mais attention, le Bayern Munich de Lewandowski ne se laissera pas faire si facilement. Favori pour cette édition, le champion d'Allemagne a montré de quoi il est capable quand il s'agit des grands rendez-vous comme la Ligue des Champions. Le FC Barcelone n'en dira pas moins. Hier, le Paris Saint-Germain a obtenu son ticket pour la finale de la Ligue des Champions après avoir battu Leipzig 3-0. Aussitôt rentrés au vestiaire, Neymar et Kylian Mbappé ont fêté la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Je vous propose même d'écouter Kylian Mbappé sur sa complicité avec Neymar au micro de nos confrères de l'équipe. Le coach a dit qu'on s'entendait très bien, on s'entend très bien sur le terrain et en dehors, donc je pense que c'est important pour le collectif, déjà de 1. Et c'est très agréable de jouer avec un joueur comme Neymar. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et je pense que naturellement, il est destiné à remporter ce type de trophée. Donc j'espère qu'il gagnera ce trophée. Ça veut dire qu'on gagnera la Ligue des Champions. Déjà, on est à peu près dans la même tranche d'âge. On partage les mêmes délires en dehors. On arrive à rigoler ensemble. On se dit les choses franchement. Et on s'apprécie. Le courant est passé immédiatement. Voilà, et on a su chacun rester à notre place tout en gardant un respect mutuel et on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir et je pense qu'on s'est amélioré aussi dans notre rapport aux autres. On est moins centré sur tous les deux. Je pense qu'on a su créer un contexte où on se soucie beaucoup plus des autres parce qu'on a compris que c'est avec les autres qu'on va réussir à gagner et on va pas gagner qu'à deux. Rappelez donc que le Paris Saint-Germain va jouer la 7e finale de Ligue des Champions disputée par un club français. Mais pour l'instant, seul l'un d'eux est parvenu à s'imposer. Il s'agit de Marseille en 1993 face à l'AC Milan. L'année de ses 50 ans, le Paris Saint-Germain aura enfin l'occasion de pouvoir soulever la coupe aux grandes oreilles. L'objectif ultime des Qatariens depuis leur arrivée en 2011. Pour cela, il devra encore se défaire du Bayern Munich ou de Lyon. Un dernier effort
retour pour un cadeau mémorable. En Espagne, le FC Barcelone a officialisé ce mercredi l'arrivée de Ronald Koeman au poste d'entraîneur. Son arrivée ne faisait guère de doute. Depuis l'éviction de Quique Setién, le technicien s'est engagé jusqu'au 30 juin 2022. Il sera présenté à la presse cet après-midi même. Basketball à présent avec les playoffs de la NBA. Aujourd'hui au programme, Brooklyn Nets fera face à Toronto Raptors, Denver Nuggets face à Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Dallas Mavericks face à Los Angeles Clippers. Hier, LeBron James n'a pas remporté son premier match de playoff avec les Los Angeles Lakers, malgré un énorme triple-double avec 23 points, 17 rebonds et 16 passes décisives. Le King a subi la loi des Portland Trail Blazers, qui les a battus 100-93. La faute, entre autres, à un Damien Lillard qui, depuis la reprise de la compétition, aligne les grosses performances, ce qui lui a valu même son titre de meilleur joueur de la bulle. Hier, Houston a dominé Oklahoma. Miami Heat a remporté le premier match de leur série face à Indiana Pacers. Orlando a créé la surprise face à Milwaukee Bucks. Soda Cham, merci pour ce journal des sports. Accueillons à présent Barthélémy Ngom pour l'actualité de l'épidémie de Covid-19 à travers le monde. Cornus. Le monde entier a passé la barre des 788 000 morts liés à la Covid-19. Les États-Unis, plus touchés, ont recensé ces dernières 24 heures 40 117 cas, 5 422 242 au total. Le pays de l'oncle Sam déplore 169 870 morts, 520 en 24 heures. Au Brésil, pareil, les cas et les décès augmentent. 109 888 morts, 1352 en 24 heures sur les 3 407 354 cas recensés. En France, le bilan fourni par les autorités ce mercredi fait état de 30 451 morts sur les 221 261 cas recensés, plus 2238 ces dernières 24 heures. L'Italie enregistre 35 405 morts sur les 254 636 cas enregistrés. Le Royaume-Uni, qui a recensé 1089 nouvelles contaminations, dénombre 41 381 décès sur un total de cas de 320 286. L'Espagne, 364 196 cas, 28 670 décès. La Belgique, elle, se retrouve avec 9 959 morts sur 78 897 cas. 17 nouvelles contaminations par contre en Chine. Le pays d'où est parti le coronavirus dénombre à ce jour 84 888 cas et 4 634 décès. Mais depuis hier, la Chine n'a enregistré aucun décès. D'ailleurs, des milliers de Chinois ont bravé la peur de l'épidémie à Wuhan, épicentre de la maladie, lors d'une méga fête techno dans un parc aquatique, ce qui a créé une polémique dans le pays. En Allemagne aussi, le nombre de cas explose, 1433 nouveaux cas. L'Allemagne comptabilise à ce jour 227 856 cas et déplore 9 399 décès. La Corée du Sud, elle, totalise 16 058 cas et 306 morts. Les autorités sud-coréennes ont d'ailleurs décidé depuis samedi dernier de durcir les mesures de restriction. Depuis hier, les soldats ont été confinés. Le Pérou, toujours dans une situation inquiétante. 7 828 nouvelles contaminations, 549 321 cas au total, 26 835 morts. Là-bas, les médecins vénézuéliens ont été appelés en renfort même s'ils n'ont pas validé leur diplôme au Pérou. La Russie, elle, sur les 932 493 cas, déplore 16 004 morts. En Afrique aussi, le coronavirus continue de tuer. 5 184 décès en Égypte, 9 916 cas au total. En Algérie, 39 444 cas recensés, 1403 décès. L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, dénombre 594 402 cas et déplore 12 546 décès, 282 en 24 heures. C'est tout pour Coronews. La presse de ce mercredi 19 août 2020, lue et commentée par Georges Détié Diop.
Le Mali sans président, le Mali aux mains des soldats. Ibrahim Boubacar Keïta, victime d'un coup d'État. Presque tous les journaux évoquent la situation confuse au Mali. L'AS affirme que l'armée prend le pouvoir. Vox Populi fait état d'un retour des coups d'État au Mali et note qu'Ibeka a démissionné après avoir été déposé par l'armée. Pour les Échos, Ibeka est forcé à la capitulation. Sud Quotidien le dit en d'autres termes. Selon le journal, Ibeka démissionne parce que contraint et forcé. L'Observateur renchérit que Ibeka est poussé à la démission. Le quotidien, lui, parle d'un Ibeka désespéré. En effet, enquête indique que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné hier nuit au terme d'une folle journée marquée de scènes de liesse populaire. Tout a commencé par des coups de feu au camp militaire Souniata Keïta de Kati pour aboutir à l'arrestation de Ibeka qui, tard dans la nuit, a déclaré qu'il quitte toutes ses fonctions et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Conséquence de cette situation, le quotidien national Le Soleil informe que la CEDEAO suspend le Mali de tous les organes de décision. Selon le journal, l'institution communautaire exige la libération immédiate de Ibeka, décide de la fermeture de toutes les frontières terrestres et maritimes. Aussi, ajoute Vox Populi, elle menace les militaires de sanctions. Le quotidien en conclut que la CEDEAO met le Mali en quarantaine. Mon confrère apprend par ailleurs que Macky Sall et d'autres chefs d'État se rendent à Bamako demain. Sud Quotidien parle plutôt d'une réunion de la CEDEAO demain jeudi par visioconférence. En tous les cas, avertit Tribune, attention à la contamination. Et sucré salé dans le quotidien souligne que la comédie malienne risque de coûter très cher au Sénégal si l'on y prend garde. Selon le billetiste, il est évident que même si Ibeka est rétabli, il n'aura plus aucun semblant de pouvoir. Qui détiendra réellement celui-ci? Pour sucrer salé, le Sénégal a intérêt à le savoir et vite pour ne pas être pris au dépourvu. Le port de Dakar sous la menace du nitrate d'ammonium. C'est l'Observateur qui l'affirme. L'Obs indique que malgré le fait que les autorités portuaires sénégalaises tentent de prendre les devants après le drame survenu au port de Beyrouth au Liban, le port autonome de Dakar conserve du nitrate d'ammonium. Selon mon confrère, une cargaison de 3050 tonnes du dangereux produit a été débarquée au Môle 3 le 27 juillet dernier, soit plus que les 2750 tonnes qui ont entraîné la double explosion de Beyrouth. Alors que le port de Dakar est sous une menace, Source A fait état d'un risque de chaos électrique à la Sénélec. Cela du fait des derniers développements dans le bras de fer Sénélec-Akili. En cause, selon Source A, ce sont 25 milliards de francs CFA que le directeur général de la société Akili, Amadouli, réclame à la Sénélec. Et mon confrère croit savoir que si Akili venait à prendre sur le plan judiciaire le dessus sur Sénélec, on assisterait à un chaos électrique. Les sports pour terminer, Record et Stade s'arrêtent sur le match Leipzig-Paris Saint-Germain hier pour le compte de la première demi-finale de la Champions League européenne. Le PSG qui s'est qualifié en finale, une première dans l'histoire du club. Ainsi, Record affirme que Ghana est sur les traces de Sadio. Pour Stade, Paris est à un match d'une première étoile européenne. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h38, bienvenue à Point de vue. Nous allons discuter des dimensions géopolitiques et géostratégiques du coup d'État militaire survenu hier au Mali. Et pour en parler, nous serons avec le professeur Ogo Seck, juriste, président de l'Association des juristes africains. Professeur, bonjour. Professeur Seck, ou c'est plutôt Mamadou Seck qui est en ligne, non? Oui. Mamadou Seck, pardon. Mamadou Seck, expert en relations internationales, directeur général du cabinet Synapsis, si je ne m'abuse. Bonjour, monsieur Seck. Bonjour, Suleiman. Alors, en tentant de retrouver le professeur Ogo Seck, qui est juriste et président de l'Association des juristes africains, Mamadou Seck, quelle est votre analyse au-delà maintenant de la politique interne malienne quand on regarde la crise qui s'est produite hier au Mali sous l'angle sous-régional, régional et même international? Comment lire les événements sous cet angle-là, sous ces différents angles, d'après vous? Alors, il faut d'abord comprendre que maintenant, comme vous l'avez dit, Suleiman, on dépasse maintenant les questions, la problématique au plan interne, national, puisque je pense que tous les débats ont fini de cerner ces questions-là. Il faut se dire que d'abord, on est dans une période de pandémie, avec toutes les contraintes qu'il y a autour de l'accès aux ressources, l'accès aux biens et services, etc.
Donc c'est une situation qui va davantage empirer et très difficile. C'est d'autant que ça a eu certainement des conséquences dans la crise. Parce qu'au-delà des contestations, etc., il y a eu une surchauffe sociale liée à cette crise-là de la pandémie. Et donc tout ça a cristallisé les oppositions et les contestations. Ça a sûrement exacerbé la situation. Et donc si on y prend garde, on risque quand même de vivre une situation pire qu'un embargo dans un contexte de crise et au-delà aussi une contamination qui pourrait être à très grande échelle. Ça, c'est une première lecture que je voudrais faire. L'autre élément, c'est que, vous savez, c'est une crise, ce n'est que l'aboutissement d'une multitude de crises qui se sont enchaînées. Et là, on peut dire qu'on est en train de vivre le paroxysme lié à l'extrémisme violent qu'on a vécu. Et l'extrémisme violent... Allez-y. Alors, cet extrémisme violent n'a été que les conséquences d'un défi territorial non maîtrisé. Très bien. Alors, nous reviendrons tout à l'heure sur le potentiel contagieux un peu de ce cocktail qui pour l'instant n'affecte que le Mali dans la sous-région. On verra si les mêmes causes peuvent les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets dans d'autres contextes dans la sous-région ou au-delà. Nous avons été rejoints par le professeur Ogo Seck, juriste, président de l'Association des juristes africains. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. Alors, avant d'entrer dans la lecture, dans l'analyse un peu géostratégique et géopolitique de la crise malienne actuellement, je voudrais vous interroger sur une technicalité purement juridique. C'est la démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keïta hier, qui laisse entendre que sa démission emporte la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Est-ce que, alors que habituellement les juntes militaires dissolvent les institutions, en commençant par la Constitution d'ailleurs, c'est d'abord la Constitution qui est suspendue, les institutions dissoutes pour pouvoir dérouler leur programme. En l'occurrence, la Constitution n'est pas suspendue, mais on dissout les institutions, notamment le gouvernement et l'Assemblée, à travers la démission du président. Quel est votre commentaire de juriste sur ce process-là? Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, nous avions au niveau de l'Association des juristes africains attiré l'attention du président Ibeka à travers un communiqué que nous avions posté pour dire qu'en fait, le peuple réclamait deux choses. D'abord, la dissolution de l'Assemblée nationale, puisque c'est suite à une élection que des problèmes se sont posés. En mars dernier, oui. Voilà, avec l'inversion des chiffres, entre guillemets, par le Conseil constitutionnel, ce qui a créé des mouvements de contestation qui ont abouti à ce qu'on a vu hier. Donc, la deuxième exigence, je l'ai dit, c'est la dissolution du gouvernement. C'était deux choses que si le président Ibeka les avait... deux actes que si le président Ibeka les avait posés, en fait, il aurait dû s'en sortir aisément. Mais il a pris ses décisions trop tardivement. Et voilà pourquoi hier, il était au pied du mur pour que ces deux exigences soient effectuées le plus tôt possible. Donc, il ne s'agit pas de dissolution de dissolution d'une constitution, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas dans l'hypothèse d'un coup d'État. C'est ça. Il s'agit d'une prise en compte, une prise en charge des revendications populaires par l'armée, donc qui a poussé le président à la démission. Donc ce n'est pas un coup d'État classique. Au sens strict du terme. Voilà, il n'y a pas eu de sang versé, tout s'est fait parce que nous avons reçu des informations hier, toute la journée, comme quoi il y avait une grande sympathie entre l'armée et les manifestants, et c'est de là qu'on a senti quand même qu'il n'y aurait pas de bain de sang et que le président serait contraint à la démission. Il n'avait pas le choix. Il a dit d'ailleurs dans son discours qu'il n'a pas le choix. Mais il aurait dû prendre ses décisions beaucoup plus tôt, parce que les causes, nous allons peut-être en parler. Il s'agit en fait des problèmes de mauvaise gouvernance. Au-delà du tripatouillage des élections, il y a des problèmes de gouvernance qui se sont posés.
avec dilapidation de l'argent, le trésor était vide, l'armée qui faisait des commandes avec des avions qui ne décollaient pas, les Maliens qui ne mangeaient pas à leur faim, qui ne mangent toujours pas à leur faim, qui ont du mal à assurer les 2 repas quotidiens, comme l'a dit tout à l'heure mon interlocuteur. Mamadou Seck qui a évoqué la crise sanitaire également avec le Covid-19. Voilà, tout ça a joué et a accentué. Donc le président aurait dû faire une réflexion profonde, une refonte des institutions en remplaçant le Premier ministre et en dissolvant l'Assemblée nationale, en revoyant les institutions de gouvernance, parce que c'est de ça dont le peuple malien avait besoin. Malheureusement, il n'a rien fait de tout ça et il était contraint donc au pied du mur de dissoudre l'Assemblée et de dissoudre le gouvernement également, qui était très contesté par la population. Très bien, parlons géopolitique et géostratégie maintenant. Tous les regards sont rivés sur le Conseil de sécurité qui se réunit aujourd'hui. Mais avant cela, il y a la CEDEAO, l'Union africaine, la France qui ont condamné le coup de force de la junte, enfin des militaires en tout cas. Alors, Mamadou Seck, quels sont les enjeux au niveau international? Je pense précisément à la France qui a une vaste opération en cours dans le Sahel, l'opération Barkhane, avec plus de 4000 soldats, dont une bonne partie sur le territoire malien, etc. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la France au niveau du Conseil de sécurité, mais au niveau aussi de sa politique extérieure en Afrique? Alors, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Il y a une très forte communauté internationale aujourd'hui à travers les forces d'interposition au Mali. Quel a été le rôle pour la stabilisation? Quelles ont été les actions, les initiatives entreprises pour au moins essayer d'aider à une stabilisation? Il n'y en a pas. J'ai bien peur que, en fait, on va condamner, on va voter des résolutions, etc. Mais je pense que la politique essentielle doit être adressée au peuple malien qui doit se retrouver dans ce qui est en train d'être fait par la communauté internationale. Ce n'est pas le cas. MINUSMA est là-bas. G5 Sahel est là-bas. La CEDEAO essaie d'être présente. La France à travers Barkhane depuis plus de 8 ans. Donc, c'est dire que ça risque même d'aggraver le rejet qu'on a vu, puisqu'il y a même eu des porteurs de voix qui ont été à l'avant-garde de ce combat de rejet-là. Salif Keïta, on l'a entendu, etc. et d'autres porteurs de voix. Donc, je pense que ça ne peut que les conforter dans leur position initiale de rejet de la France, par exemple, et de la communauté internationale très présente. Au-delà, je pense qu'on doit questionner nos organes d'intégration et de coopération régionale, sous-régionale, l'Union africaine, la CEDEAO, essentiellement la CEDEAO, qui a échoué. C'est une réalité. Et je pense que après cette crise-là, on a vu ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. C'était un pied de nez, c'est un pied de nez qui a été fait à la CEDEAO, puisque c'est les sanctionnés qui sont maintenant élus. Les 19 sanctionnés, le groupe des 19 qui a été sanctionné par la CEDEAO, est aujourd'hui au pouvoir en Guinée-Bissau, un vrai pied de nez. C'est dire que donc ça va demander, à mon avis, il faut enclencher des réformes en profondeur, d'approfondissement pour corriger un certain nombre de fonctionnements de la CEDEAO, mais également de l'Union africaine. Mais essentiellement, il faut se dire que je ne pense pas que cette crise-là donnera l'opportunité à l'ONU, à ces pays-là, ces puissances-là, de redorer leur blason, au contraire, au Mali. Alors, professeur Ogosek, comme M. Mamadou Seck, nous avons tous noté que l'opinion malienne accorde très peu de crédit à ces institutions internationales sous-régionales telles que la CEDEAO, les instruments juridiques communautaires au niveau sous-régional et régional. Dans ces conditions, quelles sont les chances de la médiation que veut entamer le groupe de chefs d'État de la sous-région, notamment les pays voisins, qui vont demain tenir une réunion au sujet du Mali? Oui, merci. Donc, nous, en tout cas, au niveau de l'Association des juristes africains, je fais remarquer d'abord que nous sommes observateurs depuis 1991 de la CEDEAO
Mais ce que nous constatons après analyse, c'est qu'il y a en réalité une sorte d'inefficacité de nos institutions internationales. Et je l'ai dit hier, par exemple, par rapport à cette histoire de tentative de coup d'État hier, je disais que la CEDEAO, les médiations, tout ça était quelque part voué à l'échec. Parce que, en fait, dans leur logique, ils ne s'intéressent pas trop à ce que j'appelle la logique des peuples. Ils sont plutôt dans la logique des États. Et au Mali, on l'a rappelé tantôt, la CEDEAO est quelque part décrédibilisée parce que on se rend compte que c'est une CEDEAO qui soutient les États, mais qui ne soutient pas les peuples en réalité. C'est une CEDEAO des États et non pas des peuples. Or, aujourd'hui, on est en face d'une opposition entre justement cette volonté populaire et la volonté des États à travers les chefs d'État, justement. Et ici, on se rend compte que la volonté du peuple prime sur la volonté de l'État. Et le cas malien l'a donc démontré. S'agissant des autres organisations ou institutions internationales comme les Nations Unies, ce sont aussi des institutions qui ont montré quelque part leurs limites. Parce que, voilà, chaque fois que des problèmes se posent, la communauté internationale n'aide pas trop en réalité à résoudre ces problèmes. Au contraire, on a l'impression que ça les accentue. Et vous parliez tout à l'heure du G5, la question sécuritaire et tout ça au Mali. Mais il faut aussi que ces institutions internationales soient à l'écoute des peuples. Très bien. Professeur, il nous reste malheureusement moins d'une minute, mais je voudrais vous entendre très rapidement. À défaut de crédibilité et de légitimité, la CEDEAO a quand même des moyens de sanctions, notamment au plan économique, avec la fermeture des liaisons, des frontières, etc., de toute économie entre le Mali et les autres pays de la sous-région. Est-ce que ça peut être une approche efficace, d'après vous, en très peu de mots? Mais tout dépendra de la conduite que les nouveaux tenants du pouvoir vont tenir. Parce que si toutefois ils tombent en face de leaders qui sont très radicaux et très révolutionnaires, ils sont capables aussi de prendre des décisions radicales. C'est-à-dire de ne pas trop dépendre de l'aide extérieure, ne pas trop dépendre des institutions extérieures. Parce qu'aujourd'hui, la seule idéologie qui vaille pour ces Maliens-là, ce n'est plus le capitalisme parce qu'il a montré ses limites, le socialisme aussi, mais la seule idéologie aujourd'hui c'est le patriotisme, c'est l'amour de sa patrie. Très bien. Voilà. Alors, nous en resterons là malheureusement pour Mamadou Seck que nous retrouverons avec vous dans l'édition en Wolof pour poursuivre ce débat fort intéressant sur les enjeux et les conséquences de la crise malienne au niveau international. À 12h52, 53 minutes, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisée et qui m'a permis de vous la présenter avec à la rédaction en chef El Hadj Ndiogou. Mise en onde Abdoulaye Diop, régie d'antenne Papa Mardiaou, digitalisation Yacine Pouy. Grand merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour le journal en Wolof. Tout de suite à l'eau présidence. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.